Le plus grand cabinet du monde. Gustin Rofortard. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans le plus grand cabinet du monde. Émission de la littérature, de la confiture, de la mésaventure, de l'aventure. Avec les intellectuels qui sont là. Alain Dufaré. Bonsoir. Gaston Lanvert. Bonsoir. Théodore Duquesne. Eh oui, bonsoir. Stéphane Georges. Bonsoir. Et Gilles Vien. Bonsoir. Théodore Duquesne qui fait son grand retour, on peut l'applaudir. Merci. Bon, c'est un plaisir d'être ici ce soir. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, on a un parrain dans cette émission qui a voulu nous chanter une chanson pour démarrer, une chanson festive. C'est Michel Houellebecq qui est parmi nous ce soir. Voici Michel Houellebecq. Michel. Bonsoir, je suis très heureux d'être dans le plus grand cabinet du monde. Je suis venu dans le café au bord du fleuve, un peu vieilli, un peu blasé. J'ai mal dormi dans un hôtel aux chambres neuves. Je n'ai pas pu me reposer. Il y a des couples et des enfants qui marchent ensemble dans la paix de l'après-midi. Il y a même des jeunes filles qui te ressemblent dans les premiers pas de leur vie. Je te revois dans la lumière, dans les caresses du soleil. Tu m'as donné la vie entière et ses merveilles. Je suis venu dans le jardin où tu reposes, environné par le silence. Le soir tombait et le ciel se couvrait de roses, et j'ai eu mal de ton absence. Je sens ta peau contre la mienne. Ah, ça fait du bien d'être avec elle, avec la belle, celle qui nous hante, celle qui nous remonte, celle qui nous enfante, celle qui nous réjouit, celle qui nous sourit, celle qui nous fait pleurer aussi. La littérature qui est un peu à l'image de ce qu'écrit Julia Kerninon dans son nouveau roman, je la cite, « Manger dans les cuillères en porcelaine qui lui tendaient au restaurant et boire son sperme dans la nuit noire », c'est un peu ça la littérature, de la jouissance dans ces temps obscurs, de la menthe poivrée dans notre vie trop salée. Bienvenue dans le plus grand cabinet du monde. Et ce soir, un hommage à Proust qui ne tombe jamais dans l'outrage. C'est le premier roman de Raphaël Enthoven, Le temps gagné. Confession d'un enfant du XXe siècle, que nous allons partager avec les intellectuels, Alain Dufaré, Gilles Vien, Stéphane Georges, Théodore Duquesne et Gaston Lanvert. Un roman, vous allez voir, qui, un peu à la manière de Montaigne, explore toutes les facettes de l'être humain, ses miroirs brisés, ses endives braisées, sa mort, sa vie, sa rature, sa sculpture, sa normature, sa classure, sa bavure. Et ce soir, plongeons tout de suite dans le premier extrait, plongeons dans Le temps gagné de Raphaël Enthoven. Une fois par semaine, depuis ma défection, ma grand-mère m'emmenait au tennis. Dans Feuille, Forest Hill de Montrouge, on prenait la M4 jusqu'à Porte d'Orléans, puis le 125 pour 3 stations, avant d'arriver, avec 1 heure d'avance, dans un club verdâtre où j'allais, à ses frais, jouer à Shinobi, puis rejoindre mon cours niveau confirmé.
Un jour où la console était incurablement squattée par un groupuscule d'adolescents, je soulageai mon amertume en allant m'échauffer sur un mur que je pouvais crucifier sans qu'il s'en plaignît. Le mur était à l'extérieur de la structure en ballon où les leçons étaient données, de sorte qu'il fallait longer 2 rangées de 4 cours en synthétique pour atteindre l'espace ordinairement désert où des grillages abritaient ma colère, et qui longeait lui-même un muret dont les pierres, décellées en son extrémité, frayaient un passage. Là, régulièrement, des enfants montrougiens de 10 à 14 ans venaient en bande fumer des pétards en jouant au foot avec les balles jaunes abandonnées. Or, par notre présence inattendue, ma grand-mère et moi, elle, allongée sur la pelouse tandis que je travaillais mon coup droit, avions l'heure de contrarier leur projet. Comme en tout être à l'état de nature, dont un obstacle s'oppose à l'intention, les gamins devinrent immédiatement et extrêmement hostiles. Vas-y, PD, tu te la répètes avec ta raquette, hein, gros bouffon, va, petite pute. Je te nique ta mère avec ta balle de tennis, c'est la vieille, la grosse mémé, là, sur l'herbe, là. Toi aussi, je te nique ta race, etc. Était-ce par déni de l'agression, ou par une sagesse qui, sans concertation, nous serait communément venue? Ma grand-mère et moi, de concert, ne répondîmes rien. Absolument rien. Pour m'aider à garder le silence, tout en inclinant légèrement le poignet afin de durcir mon lift, je me demandais comment niquer une race, comment niquer un ensemble. Qui plus est, un ensemble qui n'existe pas. J'avais bien appris ma leçon, et comme disait mon père, les races n'existent pas, mon petit bonhomme, mais le racisme existe. J'en vins à l'idée que l'insulte locuteur du mot race n'était pas le complément d'objet de niquer, mais plutôt une sorte d'adverbe à 2 entrées qui disait à la fois la violence de la nicade et le fait que la destinataire de l'insulte en était aussi l'objet. On disait « je te nique la race » comme « je te nique ta mère », mais dans les 2 cas, malgré les apparences, race et mère ne désignent pas l'être niqué, plutôt la façon de faire. Et le prénom « te » n'est pas un complément d'objet indirect. Je nique ta race à toi, mais bien le complément d'objet lui-même. Je vais te niquer, à la façon ta race, ou bien à la manière ta mère. Certes, on dit à la 3e personne, je vais lui niquer sa race, et non le niquer sa race. Mais le datif, lui, naît probablement d'une conformation tardive de la syntaxe montrougienne à l'illusion d'un COD en la fausse personne de sa race, COD qu'elle n'est pas. Non mais, restait à distinguer les 2 modus operandi, quelle différence entre le fait de se faire niquer sa race et le fait de se faire niquer sa mère? À quel supplice spécifique correspondait ce genre de nuance? Il n'était pas certain que les insulteurs eux-mêmes, probablement indécis sur la fonction des termes employés, eussent fixé cet écart adverbal en des rites immuables. Ce qui est sûr, c'est que niquer à la façon ta mère me semblait plus méchant que niquer en mode ta race. Parce que je n'avais pas de race et que j'avais au moins 3 mères, dont une grande. Je crois que là, on a un exercice d'acrobatie incroyable. C'est la grammaire acrobatique. C'est un peu du Lucchini virtuose. Ce qu'il est en train de faire, il me semble incroyable. C'est Raphaël du Enthoven. Vulcini virtuose, oui. Osez, oui. Monsieur Dufaré, une idée? Une idée? Mais un simple sentiment en réalité, le dégoût. Oui. Le dégoût devant un tel mépris, devant une telle suffisance, et devant en plus une masturbation totalement délibérée, à la fois sur le verbe, à la fois sur l'écriture en elle-même, d'un côté méta, c'est regrettable d'écrire des choses pareilles avec une telle exposition. Ça, c'est un pouvoir de nuisance, monsieur. Alors, moi, j'ai envie vraiment de résumer ça en une phrase. Le séparatisme, c'est ça. Vous voyez? C'est ça le séparatisme. C'est des textes comme ça le séparatisme. Et si vous avez envie de comprendre ce qu'est Raphaël Enthoven aujourd'hui, ce qu'il dit, vous lisez ça et vous avez tout compris. Je vais arrêter là parce que... Sans parler, sans politiser le débat.
Mais on est obligé de politiser le Non, débat mais avec un en- texte comme ça. Ouais, non, mais en termes- Enfin, je veux dire, ce texte est politique. Non, mais oui, je suis d'accord, Oui, mais c'est sans vrai. politiser le débat, on est déjà sur une. Je veux dire, ne serait-ce que le comportement décrit là, dans lequel transparaît, via peut-être un dialogisme bakhtinien, l'auteur ici, clairement, il transparaît, le texte transpire. Je dirais qu'il plutôt qu'il transpire, Ouais, effectivement. il transpire. quoi. Là, on est. La piste de l'onanisme Voilà. se confirme, clairement. Et la suffisance et le mépris. Ah, le mépris. Un mépris de classe. Ah oui, un mépris Exactement. classe. Un mépris de race, si j'ose dire. Ouais, c'est ouais, vrai. ouais, ouais, disons. Et, J'aimerais bien et- qu'on parle un peu de littérature, messieurs. Mais Ouais, là, mais- la mais- littérature, c'est de l'engagement. Mais donnez-nous-en, Hein donnez-nous-en Parlez-en la en Sartre, littérature. monsieur. Hein écrire, c'est s'engager. Si vous voulez qu'on parle de littérature, vous donnez de la littérature. Pas des manifestes de branleurs, quoi. Cette approche La structuraliste. jet pendue. Oui, cette approche structuraliste de la phrase je te nique ta mère. Moi, je trouve qu'il y a des. est, il y a est quand même très datée. En Excusez-moi, fait. mais Non. il y a quand même des métaphores sublimes, il y a quand même des figures de style, par exemple, les brillages abritaient ma colère. Là, pour moi, on est aux plus belles heures des Misérables. C'était donc ça l'enveloppe dont vous m'avez parlé. S'il vous plaît, monsieur, je suis pas payé comme ça, je suis quelqu'un un peu de la jet set culturelle. Je comprenais pas pourquoi l'émission coûtait si peu cher. Excusez-moi, Augustin, je voulais entendre la fin de l'analyse de monsieur L'Envers. Donc je disais oui, c'est une approche structuraliste d'une phrase qui n'est pas de sa culture. Il utilise les outils appris sur les bancs de l'université pour essayer d'analyser ça. Le problème, c'est que son approche, elle devient finalement beaucoup plus dure pour le monde intellectuel que pour le monde qu'il voudrait descendre, qui est celui des monts rougiens. Hein, donc des habitants des banlieusards. Surtout que c'est surréaliste. Ça Comme joue- portrait, il me semble. Parce Oui, que il se trouve que- mon ami est quand même Il se sur trouve les que je bancs suis de Montrouge. Montrouge assez souvent. Il se trouve que je suis Montrougeien. Et vous, Donc, vous je suis identifiez-vous avec, Je suis un peu choqué, effectivement. avec l'objet de... Par le portrait, quoi. Oui. Ah ouais, par le portrait terrible qu'on fait des Montrougiens. Ah, mais je trouve que quand même c'est un portrait terrible des intellectuels. C'est bon, quand même, c'est- il y a quand même de l'autodérision à Oui, fond la caisse, faut pas totalement. exagérer quand même. Totalement. Non, mais vous Le COD. J'en suis même pas sûr. Mais que ce soit mais absolument l'autodérision. pas. Mais si, c'est dans la lignée des Laurent C'est de la Binet, suffisance, c'est Vous êtes, tout. vous êtes premier C'est dans la degré, lignée de vous êtes Rabelais, premier c'est un jeu degré. sur le langage. Mais moi, je Non, mais- pense quand même la Vous comparez ça à Rabelais. Non mais. Moi, je vais partir. Vous fumez, monsieur. Moi, je vais partir. Hein. Écoutez, j'ai lu Je vais Rabelais en partir. troisième, dans le souvenir, ça ressemble. Non, mais attendez. Vous voulez que je vous montre où il est le mépris dans ce texte? Il est pas dans tous ces trucs de décryptage, etc. Oui. Monsieur Georges, allez-y, parlez-nous du mépris. Non, mais parce que... Vous voyez, Elles sont bien mes fesses. quand il y a ces insultes, vas-y, petit PD, tu te la pètes avec ta raquette, hein, gros bouffon, va, petite pute, tout ça. Et qu'est-ce qu'il répond? Était-ce par déni, par agression? Et surtout, il dit quoi? Il ne dit pas « nous n'avons rien répondu ». Il dit « nous ne répondîmes rien ». Même aujourd'hui, 20 ans, 30 ans plus tard, dans son analyse des faits, en ayant recours à ce passé simple, il montre le mépris absolu qu'il a pour tous ceux qui ne sont pas sa classe. Voilà ce que c'est le mépris. C'est de la glossophobie. Bravo. Vous avez raison. Merci monsieur Georges pour ce moment. C'est un très grand texte quand même qui nous a questionnés. La violence de la nicade, quand même. La violence de la nicade, ça me fait penser Un à texte, nicade, quand même. Hein. Un texte Oui, qui ouais, questionne. totalement. Je veux dire, c'est- Un texte qui questionne, comme disait Kafka, c'est un texte qui brise en nous la mer gelée. C'est un texte déchiré surtout. Mon cours, niveau confirmé. Alors, allez, passons à autre chose. Autodafé mon amour, la chronique qui dit du mal de certains romans, de certains livres, mais toujours avec amour. Et ce soir, c'est Gilles Vien qui va nous parler du dernier livre de Sylvain Tesson, La Panthère des Neiges. Monsieur Gilles Vien, nous vous écoutons pour Autodafé mon amour. Aujourd'hui, chers auditeurs et intellectuels patentés, nous allons parler de La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson. Petit reportage sans prétention qu'on peut acheter dans tous les Leclerc. D'ailleurs, chers auditeurs et intellectuels médusés, c'est dans un Leclerc que j'ai acheté La Panthère des Neiges. L'histoire est authentique. Alors que je venais chercher des mangues pour agrémenter un petit rhum, mon regard glisse sur le rayon des magazines et livres de poche,
au milieu des Marc Lévy, Gavalda et des polars plus ou moins suspects. C'est alors que j'aperçois la panthère de Tesson dans son joli petit écrin NRF, bien que je me refuse à le regarder frontalement. Je fais mine de m'éloigner vers l'électroménager, mais quelque chose me retient. Puis je m'approche comme inspiré par le vide, et je prends l'exemplaire rapidement, sans crier gare, comme s'il s'agissait d'un magazine pornographique anglais. C'est ce qu'on appelle une compulsion d'achat, messieurs. Le résultat d'un martelage publicitaire efficace, couplé à la force de vente des supermarchés. Car oui, auditeurs et intellectuels aux abois, la Panthère des Neiges a reçu le prix Renaudot. Qu'est-ce que le prix Renaudot? C'est un peu comme le prix Fnac, un peu moins sérieux. Mais tout de même, on frissonne dans le 15e arrondissement de Paris à l'idée d'atteindre l'absolu, à peu de fait, grâce à Sylvain Tesson. Bon, il faut absolument que je vous le dise, j'adore les panthères. Les félins en général, et je l'avoue, j'aimais également Sylvain Tesson quand il buvait encore de la vodka en Sibérie. Quelle sale histoire que cette chute, la nuit du 20 août 2014. Je vais même l'admettre devant vous, auditeurs et intellectuels suspicieux. J'avais passé un moment agréable en lisant dans les forêts de Sibérie. Je m'étais prêté au jeu de la cabane dans les bois, la pêche, à travers la glace et les déambulations que provoque la solitude prolongée et la vodka. Mais rien ne va plus. Mon amitié naissante s'est dissipée, étiolée, écrasée. Et pourtant j'aimerais la retenir, car comment ne pas trouver sympathique l'homme qui voyage le cœur léger, semblable au ballon. Alors je résume brièvement. Le globe-trotteur Tesson est parti en avion au Tibet avec un fameux chasseur d'images, Vincent Munier, son épouse et un doctorant en philosophie, pour apercevoir la Panthère des Neiges, éponyme, qui fait tout son possible pour se cacher de l'humanité, mais que le club des 4 veut prendre en photo. Pour Vincent Munier et son épouse Marie, c'est l'ordinaire de la photographie animalière, mais pour Tesson, ne vous y trompez pas. Et sachez que je n'ai rien contre le mercantilisme. Pour Tesson, c'est l'occasion de faire du tourisme de luxe, et de vendre beaucoup de livres dans tous les Leclerc de la Terre. Auditeurs et intellectuels avisés, vous vous doutez bien que tout le livre est construit sur l'attente de l'animal fabuleux et la fantastique aventure humaine qui lie ensemble cet attelage étrange. Vous ne vous trompez pas, et je rends honneur à votre sagacité. Cependant, il vous faudra supporter un ton particulier, un style parfois goguenard, comme en témoigne la malheureuse première ligne de la première partie. Comme les monitrices tyroliennes, la Panthère des Neiges fait l'amour dans des paysages blancs. Bon. Soit. Admettons. C'est spirituel. Peut-être que Tesson fait du pied à l'almanach Vermeau. C'est son droit. Mais vous vous lasserez vite de ces bons mots qui jalonnent le texte. Tout comme vous pourrez vite devenir impatient à force de descriptions topographiques, longues, fastidieuses, sans poésie et paradoxalement sans relief. Le tout mêlé à de petites notices qui renvoient à l'histoire, réduite à l'anecdote. Mais d'une attente terrible, de l'observation des absences, des divagations sur la trace, de la neige à n'en plus finir, n'attendez rien de transcendant. C'est le premier problème. Nous savons dès les premières lignes que l'équipe trouvera ce qu'il cherche, la Panthère des Neiges. Et lorsque la panthère se pointe, ce n'est qu'un gros chat. Citation du texte. C'est ce qu'indique ce ton goguenard d'entrée de jeu. Depuis qu'il ne boit plus de vodka, M. Tesson est transparent. Pour meubler ce qui reste de page, l'auteur nous livre donc ses réflexions, mêlant emphase et référence à la grande littérature. Surtout, auditeurs et intellectuels persévérants, soyez prêts à endurer d'innombrables monologues sur le cataclysme qu'est l'humanité pour la Terre. Vous ne trouverez pas de critique de l'économie de marché, à proprement parler. Sinon une vague lamentation de votre vieil oncle qui croit à l'impossibilité d'un capitalisme vert. En revanche, le gâchis sera constaté sur tous les tons, depuis les cimes, en haut desquelles Sylvain Tesson s'est envolé à coups de kérosène. Je le cite. Hier, l'homme apparut champignon à foyer multiple. Son cortex lui donna une disposition inédite, porter au plus haut degré la capacité de détruire ce que n'était pas lui-même, tout en se lamentant d'en être capable. À la douleur s'ajoutait la lucidité, c'était l'horreur parfaite. Voyez-vous venir les gros sabots? L'humanisme, je cite encore, l'humanisme est un syndicalisme comme un autre. Je vous le dis, je parle à la place de Sylvain Tesson, je précise qu'il ne l'a pas écrit. Moi, grand misanthrope qui navigue dans la conscience même du monde et qui suis le porte-parole des bêtes petites et grandes, sa solution miracle, je cite, ne rien attendre. Se souvenir beaucoup, se garder des espérances, fumer au-dessus des ruines, jouir de ce qui s'offre, chercher les symboles et croire la poésie plus solide que la foi, se contenter du monde, lutter pour qu'il demeure. Épatant. Il faut proposer ça pour le prochain programme de la COP54, ou COP56, je sais plus où on en est. Ah, et quid de l'aventure humaine avec le photographe, le doctorant en philosophie. En fait, nous n'apprenons quasiment rien sur ces personnages, sinon que tous les membres de l'équipe sont formidables. Mais apparemment, sans relief. Que Vincent et Marie sont un beau couple, et que tous ensemble sont comme les premiers chrétiens dans leur grotte. Des mondanités,
Des mondanités, encore des mondanités, monsieur Tesson. Au passage, je suis désolé de vous l'apprendre, ami des voyages au Tibet, je crains que Sylvain Tesson ne soit au début d'un virage mystico-conservateur. Sachez que c'est l'anthropocentrisme de l'homme qui fait s'effondrer le monde, et que le meilleur exemple de l'anthropocentrisme est le corporatisme. Et le pire du corporatisme, le syndicat de la SNCF. Je n'invente rien, c'est dans le texte. Sachez que les enfants d'éleveurs de yak dans les montagnes du Tibet, qui travaillent dès 8 ans et se lèvent dans le froid pénible, ont bien de la chance d'avoir accès au vrai monde. Ils ne sont pas décervelés par les écrans, eux, comme les pauvres enfants européens, qu'ils ont de la chance de travailler si tôt. Sachez que le Coran n'est qu'un code pénal. Contrairement à toutes les autres religions d'Asie, qui sont toutes formidables. Sachez que je n'invente rien. Et par amour pour le Tibet, chers auditeurs intellectuels exaltés, je vous recommanderai plutôt Tintin. Merci Gilles Vien, magnifique chronique. Magnifique chronique, nous sommes toujours dans le plus grand cabinet du monde. Montaigne écrivait cette phrase à la fois pop, littéraire, électrique design, un peu comme ce pull, le pull de Gaston Anvers ce soir, un pull en tricot, déposé sur des épaules un peu lâches, mais toujours élancé vers la culture, vers la littérature, c'est ce qui nous anime. Montaigne écrivait « Nous avons beau monter sur des échasses encore, il faut marcher sur nos jambes. Et sur le plus haut trône du monde, nous ne sommes assis que sur notre cul. » C'est un peu cela que nous apprend le deuxième extrait de Raphaël Enthoven, Le Temps Gagné. Un extrait incroyable, musical, clownesque, délirant, virtuose, incroyable, magnifique. Écoutons-le. L'itinéraire de ma rédemption fut brutalement raccourci une nuit où Faustine, qui était somnambule, se mit à parler plus clairement que d'habitude et sans que j'eusse à orienter son témoignage par des questions susurrées, me confessa par le menu le détail de sa propre infidélité et le nom de l'élu, Mustapha. Depuis un an, nous étions deux coupables, mais j'étais le seul à payer. J'étais enchanté, fier, heureux, grisé, rasséréné comme une victime, et victime deux fois. Ma culpabilité fut aussitôt noyée dans le nectar d'une juste colère. J'étais Victoria Abril qui, après que son mari l'a surprise en train de se faire caresser par Josiane Balasco, découvre à son tour que le mortificateur aimait se taper les petites fermières alentour. J'en souriais de joie dans mon lit comme dans la piscine de Pontoise 11 ans plus tôt, le vendredi après-midi quand je savais que je rejoindrais bientôt la maison de mon père. J'attendais le réveil de Faustine avec la prudence d'un chasseur qui observe sa proie tomber dans le piège qu'elle s'est elle-même tendu. J'aurais pu en profiter pour gagner ma liberté et partir en dignité sous les applaudissements, en faisant valoir que c'était trop injuste, puis, au lieu de revenir comme un con sous les mêmes applaudissements, mettre à mon profit mon éloignement compréhensible pour croiser quelqu'un d'autre dont la main charitable serait parvenue à m'extraire. Au besoin, par les couilles de ce sac à nœuds. J'aurais pu retrouver la solitude et mes petites amies, mais j'étais plus orgueilleux que ça, et croyais avoir un coup d'avance. En grand seigneur, je lui pardonnais. Comme j'avais pardonné à Génard d'avoir sucé Nicolas Canivet au cinéma et d'être aussitôt venu, la bouche encore chaude, implorer mon indulgence. Comme j'avais pardonné chacun de ces écarts de langage à mon père et chacune de ces gifles à Isidore, le jeu consistait, en entrant dans les toilettes, à ouvrir aussitôt le robinet pour habituer l'oreille de l'autre à un bruit décent, sinon à l'impression qu'on s'y lavait les dents, puis à en varier le débit au gré de nos besoins. L'homme ayant sur la femme l'avantage considérable de pouvoir viser quand il pisse, un simple filet d'eau me suffisait à couvrir la miction, alors que Faustine devait se résoudre, pour être aussi discrète que moi, à ouvrir les vannes du robinet et répandre un déluge préventif, voire allumer la radio. Évidemment, il y avait l'autre problème, qui était plus délicat. Comment cacher le caca? Comment insonoriser le plouf? En cette matière, Faustine était une artiste, et des siècles de vie commune dans 18 mètres carrés, je ne l'ai jamais entendue chier. Comment faisait-elle? C'était dans son sommeil qu'elle me l'apprit.
comme elle était incapable de se retenir au point de fabriquer un étron si volumineux qu'il remplit l'espace, allant de l'anus à l'eau de la cuvette, ce qui eût permis d'éviter la chute et son bruit sans équivoque, Faustine, qui se prenait pour Ariane et dont le père se prenait pour Solal, avait improvisé une méthode efficace. D'une main gantée de PQ, elle attrapait les grumeaux timides qui lui sortaient des fesses et les posait elle-même inaudiblement dans l'eau. Une telle gymnastique était le plus souvent superflue puisqu'à dessein, Faustine mangeait très peu, le déluge y suffisait. Il faudrait qu'un jour, un écologiste lettré dresse le bilan de la lecture d'Albert Cohen en matière de gaspillage d'eau. Non, mais bon, je crois qu'on a eu Enthoven raciste, on a eu Enthoven bourgeois, et nous voilà avec Enthoven briseur de nature. Lubrique de bas de gamme, quoi. Lubrique bas de gamme. On pourrait mettre ça. Non, Scatologiste plutôt. Je suis pas d'accord, je trouve qu'il y a dans ce texte Il y a une fascination. Il y a du raffinement. Moi, je trouve que Je crois lubricité. qu'on était chez Rabelais avant et là on est chez Montaigne. Vous n'avez pas compris l'intertexte, je crois, d'avoir sucé Nicolas Canivet, vous savez de qui il est question ici. Cabinet. Nous n'évoluons pas dans les mêmes questions. Le grand cabinet, c'est vous, Nicolas Cabinet. Il est question de... Nous n'évoluons pas dans les mêmes sphères que vous, monsieur. D'accord. Parce que moi je vois... Racontez-nous la jet set. Les clés, mais bon après, ça en moins code. Livrez-nous la chronique people. Non, c'est pas grave. Ah, si, Nicolas. j'insiste. Non mais allez-y. Bah, J'insiste. à qui a été la maîtresse de Raphaël Enthoven? Carla Bruni. Alors, Voilà. et Nicolas Cabinet alors? Aussi. Nicolas Sarkozy. Je pense. Cabinet, quelqu'un. Je pense. Canivet. Canivet. Oui. Non, Caniveau, non Aucun sens, ce que vous dites. Vous êtes complètement en train d'affabuler. Alors- Ça, c'est vos songes Moi, ce que j'aime- de fausses Moi, ce que célébrités, j'aime, voyez, monsieur. c'est le côté Qui culture transparaissent, pop, là. le culture pop, P.D. James, Belle du Seigneur, ça me plaît. Prout plutôt, dirais-je. Vous remarquerez que si la phrase est envoyée très sèchement, celle dont on parlait, comme j'avais pardonné à Jenna d'avoir sucé Nicolas Canivet, en revanche, le prénom de l'amant de Faustine est détaché du texte. Ouais. Et puis bon. Le nom de l'élu, point, Mustapha. Oui, voilà. Voilà. Il y a- bon. Encore une fois. Il y a de Encore une l'emphase, fois. hein. Ça fait beaucoup. Une petite obsession, quoi. Hein? C'est qu'il y a quelque chose qui me frappe, c'est la référence à ce texte, ce grand texte du 18e qui s'appelle L'art de péter. Vous l'avez déjà lu ce Ouais. texte vous le connaissez, monsieur Oui, je le Monsieur connais. Hurtaud, je crois, monsieur Huot ou Hurtaud. Hurtaud et quelque chose comme ça. Voilà. Et là, Pierre, je crois... Pierre Hurtaud. Je crois que ce qui est intéressant dans le texte de Raphaël Enthoven, c'est que l'art de péter se transforme comme dans l'art de Hurtaud. Hurtaud qui nous explique que tous les sons qui sont produits par le P, le A, mais aussi le E, mais aussi le O, etc. Et tous ces sons, eh bien, on les a là. C'est une machine à son, c'est une machine à musique. Je cite le texte, cacher le caca. Là, si on n'est pas dans la boîte à musique anale, on y est. Oui, ça c'est Tout à fait. Je vois aussi... On peut même dire qu'il analyse le langage. Totalement. Ouais. Vous êtes charitable, monsieur. Ouais. Moi, je me pose une question quand même. Vous êtes vraiment charitable, monsieur. Ce texte a peu d'intérêt, mais ce qui m'énerve encore plus, c'est qu'il soit autoréférentiel. Et j'aimerais bien savoir qui est Isidore. Moi, par contre, Qui est Isidore? Isidore Non, mais parce Ducasse, que- monsieur, bien sûr. Vous savez bien cet Oui, extrait. mais Mais c'est le crabe qui s'accroche aux fesses du comte de Lautréamont. Vous connaissez cet extrait, Mais non, monsieur. mais vous dites Voilà. n'importe quoi. Mais si, c'est Isidore Mais- Ducasse, Mais monsieur. écoutez-moi, il parle de son père. Bon, son père, je veux bien comprendre à peu près de qui il s'agit. Et chacune de ces gifles a Isidore. Qui est Isidore? Pourquoi le citer? Moi, À part pour nous dire Excusez-moi. qu'il a pris des gifles Moi, je vais vous et que vendre- du coup ça en fait Je quelqu'un vais qui aura vous une vendre stricte un scoop. crédibilité. C'est moi, ça? je vais vous vendre un scoop. Nous écoutons. Parce que j'ai été sur France Inter, vous le savez. Maintenant, je suis France Culture. Je gagne moins d'argent, mais heureusement, je suis sur Canal+ en même temps. Beau parcours. Là, il est en train d'accuser son confrère ennemi. Qui c'est? Une main gantée de PQ. PQ. Patrick Cohen. France Inter. Patrick Cohen. C'est la maîtresse de Patrick Cohen. C'est Europe 1, Patrick Cohen. Alors, je disais qu'il pardonnait à son père chacun de ses écarts. Et c'est important parce que tout le monde sait qu'il a eu avec son père une relation incestueuse du second type puisqu'ils ont frayé dans le même Non, sillon vous n'allez pas revenir sur cette avec, histoire avec Carole, avec d'inceste du donc second Carla, type, monsieur. Carla
Carla, tout Carla. à fait. C'est pas Carole, c'est pas Carole. Non, c'est Carla. Non, c'est Carla finalement. Oui, voilà. Donc là encore, il lui pardonne. Enfin, c'est intéressant. Je ne sais plus qui est le fils de Carla. C'est le père. Quel père plutôt de Carla? Du fils de Carla. Enfin bon. C'est le père ou le fils? Je ne sais plus. Moi, je vois quand même, en sous-texte, la présence-absence de ce texte, c'est Josiane Balasco. Josiane Balasco, on pense au Père Noël est une ordure. Elle jouait dedans? Bien sûr. J'ai jamais vu ce navet. On pense... Non mais Ouais, classe, là. Arrêtez avec la critique de la culture populaire en permanence. Ça c'est. Enfin, je veux dire, bon, ça va quoi, ça va. La culture populaire est une culture comme les autres. Et au Là, moins, on est sur Gazon Maudit, là. C'est juste un handicap. Gazon Maudit, voilà. Là, on est, voilà, référence populaire pour... oui, et puis, comment ça s'appelait ce film avec Jacques Villeray Le dîner de con. Où elle veut le tuer. Vous savez, elle veut tuer son mari, c'est une mégère qui veut tuer son mari, et finalement, c'est lui qui la tue. C'est un très beau film, il y a Je eu l'ai pas longtemps. vu, celui-là. Il y a eu longtemps. Le Ah non, IVG, non. Non, le viager, ça ressemble un petit peu à ça, mais Alors, c'est un excellent film. Josiane Balasco est une grande actrice. Mais bon, ce soir, on parle du texte. Hein. Mais d'ailleurs, il y a tellement rien à dire que Mais vous si, voyez qu'on mais ne fait si. que le contourner finalement et on n'arrive pas à rentrer dedans. Hein. C'est C'est un peu... Ça prouve que c'est réussi, parce que le but du Ouais, texte, c'est de sortir. cacher ses aspérités, c'est de Oui. cacher le caca et de cacher... C'est un texte qui traite des fluides. Oui. Et plutôt de ce qui sort. À la Si, différence de ce alors- qui entre. Alors si ça, enfin, moi j'ai l'impression qu'en tout cas ce qui entre le dérange profondément depuis le début. Là, c'est ce qui en sort. Mais Relisez non. le texte, c'est ce qui en sort. Qu'est-ce qui rentre dans Faustine? Ah, c'est Mustapha. Là, je Qui suis est-ce qui d'accord rentre avec dans Faustine? C'est Mustapha. Et de quelle couleur est Mustapha? Bah, on ne le sait pas. Ah, On peut le suggérer. suggérez donc. Eh oui. Et vous voyez pas le problème là? Vous voyez pas l'expulsion anale qui nous chante, qui est comme une catharsis de l'expulsion de celui qui lui pique sa femme? Et surtout, non mais Alain a raison. Et surtout, faut pas qu'il fasse de C'est bruit. une catharsis anale qu'on a là. La bourgeoisie est raciste, fondamentalement, structurellement. Ouais, la bourgeoisie est raciste, c'est ça que ça veut dire, je suis d'accord avec toi, Gilles. Globalement, les Arabes dérangent, et même quand on doit les faire sortir de chez nous, faut surtout pas qu'ils fassent de bruit. C'est ça que ça veut dire. Faut pas que ça fasse de vagues, quoi. Faut pas que ça fasse de plouf. Et il faut bien couvrir, hein. Bien couvrir le bruit et l'odeur. Remarquez aussi, vous avez- Globalement, c'est un texte sur le bruit et l'odeur. Le bruit et l'odeur. Voilà, c'est ça. Et voilà, il nous a conduit, Raphaël Enthoven, dans son plus grand cabinet du monde. Non pas ce cabinet de toilette évidemment, mais dans son cabinet de lecture, son cabinet de confiture, son cabinet de littérature. Elle était incroyable cette émission, elle était belle, elle était sensuelle, elle était arrogante, désobligeante, elle était punchy, punchline, punchouf. Avec Gaston Lanvert, Théodore Duquesne, Gilles Vien, Alain Dufaré et Stéphane Georges. On se retrouvera bientôt sur des routes, sur des déroutes, des marches et des marches. À bientôt. Très bonne soirée à vous, dans votre plus grand cabinet du monde, chez vous. Kiss.